Je n'ai jamais cru aux sorcières. Les histoires de fantômes, c'était le genre de récit dont on riait les soirs tranquilles. Tout a changé la nuit où je l'ai vu, et jamais auparavant, ni depuis, je n'ai ressenti une peur de cette nature. C'était en février 2018 à Londres. Un froid mordant, la nuit qui tombait avant 17h. Je travaillais tard dans un bureau près de Farringdon et pour rentrer à mon appartement de Clerkenwell, j'ai décidé de couper par Hatton Garden. La batterie de mon téléphone était presque à plat, les rues quasiment désertes. De temps à autre, un taxi passait en cahotant, laissant derrière lui une chaleur fugace. C'est alors que je l'ai remarqué, de l'autre côté de la rue, immobile, le regard fixé sur moi. Elle était légèrement voûtée, enveloppée dans un manteau sombre qui paraissait trop épais pour la fraîcheur relative de la soirée. Son visage disparaissait sous un chapeau à large bord. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sans-abri, ou peut-être de quelqu'un attendant un ami. Mais il y avait dans sa posture quelque chose d'étrange, trop immobile, trop concentré, trop intentionnel. J'ai évité son regard, accéléré le pas et tourné dans une rue latérale, espérant qu'elle ne me suivrait pas. Elle m'a suivi. J'entendais le léger claquement de ses bottes sur le trottoir, exactement au rythme des miennes. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas une peur banale, celle qu'on éprouve face à un inconnu perdu dans la ville. C'était une peur prédatrice, ciblée, presque intelligente. Je me suis engouffrée dans une ruelle étroite, pensant la semer dans l'ombre, mais en me retournant, je l'ai vue, à mi-chemin, immobile, à me regarder. Je sentais son regard posé sur moi. Je me suis mise à courir. La ruelle débouchait sur Leather Lane, et j'ai éprouvé un bref soulagement en ne la voyant pas apparaître toute de suite. Puis j'ai aperçu son reflet dans la vitrine d'un magasin. Elle était plus proche que je ne l'imaginais. Et soudain, elle a disparu. J'ai tenté de rationaliser. Un jeu d'ombre, la fatigue, le stress du travail, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte mouillé. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, les choses ont empiré. Je préparais du thé dans ma cuisine, au 3e étage de l'immeuble, lorsque j'ai remarqué un mouvement dans le reflet de la fenêtre. Une silhouette sombre et immobile, debout dans la rue en contrebas. J'ai couru à la fenêtre, il n'y avait personne. Au fil des jours suivants, de petits événements ont commencé à se produire. Mes clés disparaissaient pour réapparaître dans des endroits où je ne les avais jamais posées. Les lumières clignotaient sans raison. Parfois, je sentais une présence derrière moi alors que j'étais seule. Au début, je me suis dit que c'était le stress, le manque de sommeil, la paranoïa. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Puis il y eut la première voix, douce, presque un souffle, comme si quelqu'un murmurait mon nom. Emma. Elle est venue sous la douche. La porte de la salle de bain était verrouillée. Je me suis figée, serrant la serviette contre moi, le cœur battant à tout rompre. Je me suis convaincue que c'était mon imagination, que l'eau déformait les sons. Pourtant, je n'arrivais pas à chasser l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'observait. À la fin de la semaine, j'avais peur de rester dans mon propre appartement. J'ai tenté de rester rationnelle, installer des caméras, interroger les voisins pour savoir s'ils avaient vu quelqu'un de suspect. Personne n'avait rien remarqué, personne ne l'avait vu. Puis je l'ai revu, en chair et en os, ou quoi que ce fût. Il était tard, vers 23h. J'étais encore sortie tard du travail et je rentrais à pied près de St. John's Gate. Le quartier était silencieux, d'un silence oppressant qui vous rend hypersensible au moindre bruit. C'est alors que je l'ai senti, une pression glacée dans mon dos. Je me suis retournée lentement et elle était là, la même silhouette voûtée, le chapeau plongeant son visage dans l'ombre. Mais cette fois, j'ai vu ses yeux, vifs, calculateurs, troublamment humains. J'ai couru, sans me retourner. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Aucun appel, en absence. Puis un message. Tu ne peux pas te cacher. Je te vois. Je suis restée figée, les mains tremblantes. Je n'avais aucune idée de l'expéditeur. Je ne connaissais presque personne à Londres qui ait mon numéro. Le message venait d'un numéro inconnu, apparu comme de nulle part. Les jours suivants, la situation a dégénéré. Mon appartement ne me semblait plus juste, comme si quelqu'un d'autre y avait emménagé avec moi. Les tiroirs s'ouvraient seuls,
La porte d'entrée, pourtant toujours verrouillée, était parfois entr'ouverte à mon retour. J'ai même trouvé de petits tas de cendres noires sur le plan de travail de la cuisine. Je n'allumais jamais de bougie. Un soir, je me suis réveillée et je l'ai vue debout dans mon salon. Elle n'était plus dehors, elle avait dû entrer pendant mon sommeil. Je me suis redressée d'un bond, le cœur affolé. Elle me regardait, le chapeau incliné, les mains dissimulées sous son long manteau. J'ai cligné des yeux. Elle avait disparu. C'est après cette nuit-là que j'ai compris que ce n'était ni une plaisanterie, ni une simple harceleuse. Personne ne cherchait à me faire peur pour s'amuser. C'était intentionnel, personnel. J'ai commencé à faire des recherches jusque tard dans la nuit, paranoïaque, désespérée. Et c'est là que je suis tombée sur un message de forum qui m'a glacée jusqu'aux os. Sorcière à Clerkenwell, témoignage réel, 2018. Il n'était pas question de balai ni de potions. Tout était ancré dans le réel. Des personnes décrivant des traqueurs surgissant de nulle part, des ombres presque vivantes et une femme sombre qui suivait ceux qui croisaient sa route. Les descriptions correspondaient presque trait pour trait. Le chapeau, le manteau, la lenteur méthodique de la traque. Je lisais des récits de cendres noires, de petites figurines évoquant le vaudou, de messages laissés dans des endroits improbables. Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas. Mais au fond, je savais. Cette nuit-là, je l'ai encore entendu murmurer mon nom. Emma. Je ne pouvais plus bouger. Chaque poil de mon corps était hérissé. J'ai attrapé mon téléphone, composé le numéro d'un ami. N'importe qui. Personne n'a répondu. L'appartement me semblait plus petit, les ombres plus longues. Je me souviens surtout d'un instant. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, comme attirée par ma peur. Elle ne bougeait pas. Elle se contentait de regarder. Je ne voyais pas son visage. Je ne respirais plus. Puis elle a levé la main, lentement, délibérément, et m'a désigné du doigt. Mon cœur s'est arrêté. Et puis, elle a souri. J'ai fui l'appartement, me jetant dans les rues, glacée, et je ne me suis arrêtée qu'en atteignant la station de métro la plus proche. J'ai acheté un billet pour le prochain train, et je suis restée recroquevillée dans un coin, tremblante, à observer les rues sombres à travers la vitre. Je n'ai pas pu rentrer cette nuit-là. Le lendemain, j'ai contacté une enquêtrice privée, spécialisée dans les affaires de harcèlement et de sécurité. Elle est venue à inspecter mon appartement, photographier la cendre, les marques sur la porte, les anomalies enregistrées sur mon téléphone. Elle a admis ne pas pouvoir expliquer cela scientifiquement, mais m'a conseillé de loger ailleurs le temps de comprendre qui ou quoi se cachait derrière tout ça. J'ai dormi chez elle cette nuit-là. Le lendemain matin, elle m'a appelée. « J'ai examiné vos enregistrements », m'a-t-elle dit. « Il y a quelqu'un, ou quelque chose. Vous n'inventez rien. Vous devez être prudente. Elle vous observe, toujours. » Je ne comprenais pas. Qui est-elle ? Elle n'est pas n'importe qui, c'est une sorcière, au sens traditionnel, quelqu'un qui choisit ses cibles, les domine par la peur et la présence. Vous avez attiré son attention. Tout s'expliquait alors. L'escalade, la traque, les messages, la cendre noire. Chaque détail, mais cela ne me rassurait en rien. La semaine suivante, les apparitions sont devenues plus précises. Elles surgissaient lorsque je faisais des courses, m'attendaient de l'autre côté de la rue, se tenaient immobiles dans l'embrasure des boutiques, toujours à observer. J'ai appris à ne jamais sortir seule la nuit. J'ai commencé à porter une bombe lacrymogène. J'ai changé mes habitudes, mes trajets, mes horaires. Un soir, j'ai décidé de retourner brièvement à mon appartement pour récupérer quelques affaires essentielles. Dès que j'ai franchi le seuil, je l'ai senti, cette présence froide et écrasante. Les lumières ont vacillé violemment. Les tiroirs se sont ouverts, puis claqués. Je me suis figée, reculant jusqu'à un coin, le cœur affolé, la respiration courte. Puis je l'ai entendu, un tapotement lent et méthodique contre la porte de ma chambre, comme si quelqu'un comptait les secondes, mesurait ma peur. Je n'ai pas bougé, j'ai attendu. Les coups ont continué plus forts, plus insistants, puis se sont brusquement arrêtés. Le silence. Ensuite, un murmure. « Tu ne peux pas m'échapper. » J'ai fui. Encore.
L'ultime escalade est survenue une semaine plus tard. J'étais revenue pour faire mes cartons en vue d'un séjour temporaire ailleurs. La porte d'entrée était entr'ouverte, mon cœur s'est serré. À l'intérieur, tout semblait intact jusqu'à ce que je remarque la cendre noire, cette fois disposée en un cercle plus large autour de mon lit. Au centre, un mot griffonné d'une écriture anguleuse. « Tu peux partir, tu peux courir, mais tu te souviendras de moi. » Je ne me suis pas retournée. J'ai quitté Londres pour quelques jours, logeant dans un hôtel où des caméras surveillaient chaque pièce. Même là, je sentais sa présence, un poids invisible qui me pressait, me mettait à l'épreuve. Des mois plus tard, j'ai déménagé, changé de vie, tenté d'oublier. Mais parfois, dans les ombres, à la lisière de mon regard, je la sens, à l'affût, patiente. Les sorcières n'ont pas besoin de magie pour vous contrôler. Il leur suffit de la patience d'attendre et du courage de terroriser.